Fabrice a choisi de commencer notre périple dans l'un des plus beaux villages de France, la Couvertoirade. C'est la perle des cités templières et sans doute la mieux conservée de France. Il y rencontre Laurence Frick, la coordinatrice du conservatoire Larzac Templier et Hospitalier. Alors, pour bien comprendre, Laurence, ça commence quand l'histoire des Templiers? L'histoire des Templiers, donc, elle remonte au XIIe siècle. L'ordre va être fondé en 1120 à Jérusalem. Et les Templiers, ils avaient pour mission de défendre les pèlerins sur les routes qui se rendaient à Jérusalem et également donc, de défendre la Terre Sainte. D'accord. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit, j'entends souvent dire, moi, là, dans la région, c'est un des plus bels exemples, un des plus beaux témoignages qui nous restent de cette histoire templière. Ah oui, parce que, alors, des témoignages, il y en a effectivement d'autres dans toute l'Europe, mais c'est vrai qu'ici, c'est probablement le témoin, je parle de l'ensemble des sites, du Larzac, de l'ensemble des sites fortifiés, c'est probablement le témoin le plus exceptionnel en Occident de ce qu'était une commanderie. On est chanceux. Absolument, oui, beaucoup de chance. Dans la commanderie, la place forte, les chevaliers templiers devenaient aussi des gestionnaires et ils mettaient en valeur les terres qu'on leur confiait. Ils réorganisèrent complètement le Larzac en imposant aux paysans des activités rentables, notamment le pastoralisme. Probablement, ils sont installés ici parce qu'il y avait déjà des agriculteurs, des éleveurs déjà, Absolument, de brebis, et j'imagine. Depuis des millénaires. Oui. Par contre, eux, ils vont véritablement réorganiser l'agropastoralisme. L'optimiser, en quelque sorte. Exactement, puisque leur but était de produire des biens pour entretenir ceux qui combattaient en Terre Sainte. C'est vrai que c'est un ordre qui va jouir d'un prestige exceptionnel, dans la mesure où ils vont bénéficier du soutien de grands personnages. Dans tout l'Occident, eh bien, ils vont recevoir des terres en donation, des biens divers. Parfois, les gens vont se donner eux-mêmes. Laurence nous guide vers un emplacement stratégique qui a permis à ce village de traverser les siècles. À l'époque des Templiers, la richesse passait par l'eau. Sans eau, pas de village, pas de place forte, pas de vie possible sur ces terres arides. Au pied des remparts, superbe vue sur les toitures. Beau, Toitures particulières, il y a une histoire autour de ces toitures. Des toitures, elles contribuaient à la récolte de l'eau. C'est précieux l'eau ici. Absolument, on est sur le Causse, donc elle reste très peu en surface. Et donc tout le site a été construit de façon à récupérer la moindre goutte d'eau de pluie. L'implantation de la Couvertoirade n'a pas été choisie au hasard par les Templiers. L'eau qui coule des toits était récupérée et guidée vers des citernes. Les ruelles étaient aménagées pour que l'eau de pluie soit dirigée vers une mare appelée l'Avogne qui se trouvait en bas du village. Et là, sous nos pieds, il y a un véritable petit trésor, il y a une histoire autour de... Absolument, puisque c'est probablement ce qui a été déterminant. C'est qu'il y a une réserve en eau potable, qui se cache sous nos pieds, dans ce rocher. Et également, donc, il y a quelque chose d'absolument unique, c'est que lorsqu'ils ont construit les remparts, ils ont donc construit un système qui permettait de donner de l'eau à ceux qui étaient à l'extérieur des remparts, sans pour autant les autoriser à rentrer à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le don de l'eau. Pourquoi ? Mais pour éviter d'éventuelles propagations de maladies, la peste notamment. De l'époque des Templiers, restent ces villages somptueux et aussi la présence de bergers tout autour. Fabrice veut nous présenter l'un des derniers bergers du Larzac. Au pied de la Couvertoirade, Fabrice retrouve Jean-Pierre Romillier, un amoureux de la région qui va nous dévoiler l'histoire de ce métier de plus en plus rare. Maxime Montagnier, jeune berger qui vient tout juste de prendre la suite de son père, les accompagne. C'est rare, des jeunes bergers. Il y en a, mais il y en a, ouais. Quand on commence à parler des bergers, on va vraiment à la source de l'humanité. Donc le pastoralisme est un reste de nomadisme. Il y en a moins qu'avant, mais c'est toujours une tradition qui se perpétue. Là, on a des témoignages du nomadisme qui fait partie de la construction de l'humanité. Patrimoine vivant, voilà. Par contre, Maxime, on marche ensemble depuis un petit moment. Là, il y a un truc qui m'intéresse. Là, tu as un sac qui est magnifique. C'est un sac qui s'est répandu dans tout le grand sud-est de la France, qui a été répandu par les bergers transhumants.
Alors ils sont costauds parce qu'ils sont en cuir. L'avantage l'été, c'est que ça tient bien la fraîcheur. Pour la nourriture et pour l'eau, quoi. Puis ils sont surtout très beaux aussi, Et puis, comme ils sont jolis, fonctionnels. voilà. Et puis bon, Ils sont voilà, chaque assez berger légers. le personnalise avec ses initiales et puis des décorations qu'il choisit. C'est très très personnalisé, quoi. Et c'est Voilà. le sac d'une vie, celui-là. Oui, puis la Sera carrière. un vieux Voilà. berger, tu l'auras encore. Voilà. C'est avec le lait de ces brebis que se fabrique le plus célèbre fromage du monde, le Roquefort, vendu jusqu'au Japon. Adossé au plateau du Combalou, le village de Roquefort-sur-Soulzon doit tout ou presque à ces falaises. Dans leurs entrailles, elles cachent en effet les grottes dans lesquelles sont affinés ces fromages d'exception. Delphine Carl, fille et petite fille de fabricants, va nous raconter l'histoire de ce fabuleux fromage. Delphine, bonjour. Bonjour Fabrice. Alors depuis que je suis tout petit, j'entends une jolie histoire sur un berger. Oui, je peux vous raconter cette fameuse légende qui a bercé l'enfance tout aveyronnais. Mythe, légende, réalité, je sais pas trop. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? C'est quoi la légende du Roquefort? C'est l'histoire d'un berger qui prenait tous les jours sa besace avec une tranche de pain, avec un morceau de cahier. Il y a eu un gros orage, il a entendu une bergère et il a écouté que son courage est allé la rejoindre pour la mettre à l'abri dans une grotte. Et il en a oublié sa besace. Et quand, au bout de quelques mois, il est revenu, il a retrouvé sa besace en ouvrant et il a vu qu'il y avait une tranche avec du bleuté dessus. Et il a goûté et il a trouvé ça délicieux. De là est né le Roquefort. Comme quoi la galanterie, ça paye. Ça paye, Des toujours. On le sait, dans le Roquefort, il n'y a pas que du lait, il y a aussi un petit machin vert qui se balade. Voilà. Ça marche comment? Le Pénicillium roqueforti. Le Pénicillium roqueforti qui est cultivé sur pin. Ils sont des grosses miches de pin. Et le pénicillium va se développer dans le pain. Quand le pénicillium est développé, on va enlever la croûte, le couper, le mettre à sécher et le mettre en poudre. Et c'est cette poudre qu'on va utiliser au moment de la fabrication. Et je vois que tu as à la main un drôle d'appareil. Et là, Alors, c'est quoi et ça sert à quoi? Et ça sert à tester l'évolution du bleu. Il faut que le pénicillium se développe. Quand on sonde... voilà. Donc là, on voit que le bleu a commencé à se développer. Et quand le bleu est là, on va plomber. Plomber, ça veut dire quoi On exactement? va Ça vient d'où? entourer d'une feuille d'étain. C'est pour stopper l'évolution du Pénicillium roqueforti. Parce qu'avant l'heure, c'est pas l'heure, ça serait trop blanc, et après l'heure, c'est pas l'heure non plus, donc c'est plus l'heure. Il ne faut rien changer, nous on l'aime tel qu'il est. Voilà, on essaye. On fait tout pour. Si vous êtes un bon marcheur, suivez Fabrice. Il nous emmène maintenant dans la zone la plus sauvage du département, là où la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, mène un programme de réintroduction des vautours. Dans une vallée escarpée, il retrouve Thierry David, animateur à la LPO. Aujourd'hui, Thierry est à la recherche de vautours fauves. Donc là, Thierry, on est dans les gorges de la Jonte. Voilà, on est dans les gorges de la Jonte, le cœur de la colonie des vautours fauves. C'est un endroit extraordinaire parce que c'est un endroit où on peut voir les 4 espèces de vautours qui existent en Europe. Mais le plus fréquent, celui qu'on a le plus Et de le chance de fréquent. voir, là, Ouais, avec voilà, toi, c'est le fauve. Ouais, c'est le fauve, ouais. Ok. Donc, Les vautours fauves, tu sais combien il y en a à peu près? alors les vautours fauves, ouais, donc nous à la LPO Grand Causse, notre boulot c'est de suivre en fait cette colonie. Et on sait qu'il y a environ 500 couples reproducteurs de vautours fauves. On essaie d'aller les voir d'un peu plus près. Eh bien on va essayer, ouais. Si... Tu me montres le chemin. Donc là, Thierry, en fait, on a un joli petit groupe au-dessus de nous. On pourrait croire qu'il y en a beaucoup, mais c'est pas si important. Plus il y en a, mieux c'est pour eux, en fait. Ouais, c'est-à-dire que c'est des oiseaux coloniaux, donc effectivement, ils fonctionnent en groupe. Donc là, c'est un petit groupe d'une vingtaine là, qui sont en train de prendre une ascendance.
Ils montent, et une fois qu'ils ont atteint le haut de l'ascendance, à peu près à 500 mètres sol peut-être, ils partent en prospection. La rapidité de celui-là, par exemple, c'est tout à fait caractéristique. Bon, lui, il vient se poser, mais c'est des oiseaux qui sont en fait très rapides quand ils font des déplacements, des vols directs. 180, 100 km/h, quoi. En vol direct. en transition, en transition. Voilà. Et c'est vrai que plus ils sont nombreux, plus ils collaborent. Et plus ils collaborent, et plus il y a de l'efficacité pour la recherche de ressources alimentaires. C'est un maillage en fait, ils contrôlent leur territoire. Donc plus ils sont nombreux, plus le maillage est serré et dense, et plus c'est efficace. Alors là Thierry, on ne se rend pas bien compte, c'est un grand oiseau, ça fait quoi comme taille? Ça fait en envergure entre 2 mètres 40, 2 mètres 80. Donc si tu veux, on peut essayer de visualiser, là, tu vois, si je reste là. Ça à peu près. Ça, encore, vas-y, recule encore un peu, ouais. Stop. Voilà, là je pense que là on est pas mal. Autant que ça. Ça fait à peu près 2 mètres 60, 2 mètres 80 là. Les vautours, de belle envergure, sont aussi de grands voyageurs. Certains d'entre eux qui nichent dans la vallée ont été vus jusqu'au Sénégal. Quand ils commencent leur périple, ils passent immanquablement au-dessus du désormais célèbre viaduc de Millau. Fabrice, qui cherche toujours à aller plus haut, nous fait une jolie surprise. Pour que nous puissions contempler l'ouvrage d'en haut, il a obtenu l'autorisation de monter dans l'un des pylônes du pont, d'ordinaire réservé aux seules équipes techniques. Et c'est Marine Crouan, responsable de la communication du viaduc, qui nous fait pénétrer dans le géant de béton et d'acier. Je t'informe que nous allons rentrer dans C0. Waouh! Alors ça fait drôle quand même. Oui, oui. Marine et Fabrice entrent au cœur du viaduc. Après s'être coiffés d'une casquette de sécurité, ils pénètrent dans le tablier, le caisson central sur lequel circulent les véhicules. Et donc le son que tu entends, c'est quand un véhicule passe sur le joint de dilatation qui se trouve là-haut. Ah oui, super, ouais. Tu vois? Donc c'est quand même un large joint puisqu'il n'y en a qu'un par côté. Le viaduc est d'un seul tenant sinon. Et ce sont des lames d'acier, donc entrecoupées avec des lames de caoutchouc très épais, qui permettent au tablier donc de se dilater avec la chaleur et de se rétracter avec le froid. Le viaduc de Millau, au-dessus du Tarn, est long de 2460 mètres. Il est en service depuis décembre 2004. Maintenant, Fabrice, on va monter dans le pylône. Ça y est, Voilà. c'est là qu'on grimpe. C'est l'ascension. Waouh! En même temps, c'est assez magique comme ascension. Oh, il n'y a pas 400 marches. Oui, mais c'est... Il faut les faire. Ouf! Voilà. Regarde, on aperçoit déjà la trappe. Ah, je vois le jour. Donc c'est la dernière échelle ici, Fabrice. On est presque arrivé. Et la trappe tout en haut. Les traits fins de ces haubans s'inscrivent parfaitement dans le paysage grandiose et intact de la vallée du Tarn. Bon, bah nous y voilà. Waouh! On y est. Donc maintenant, on peut admirer ce panorama assez exceptionnel à 360 degrés. Bon, super. On est à quelle hauteur alors là? Alors là, on est en haut de la pile P1. La pile P2 qui est la suivante, donc Là-bas. en haut du pylône P2, on est à 343 mètres, Quand même. soit 24 mètres de plus que la tour Eiffel, qui culmine à 319. Et c'est un record du monde. Hein. Je confirme, d'ici, on C'est s'en rend bien impressionnant. compte. C'est un privilège d'être là. C'est un belvédère assez Inattendu. unique. Placée sur le même tracé que la route de commerce qu'utilisaient les Templiers, cette voie rapide a opéré une vraie révolution. Relier la France du Nord à la France du Sud.